que les tensions s'intensifient justement dans un contexte de blocage de négociations entre Iraniens et Américains. Un petit espoir sur le front libanais où en ce qui concerne, si vous voulez, le côté libanais avec des négociations qui ont eu lieu hier aux États-Unis. Entre Libanais et Israéliens après des décennies justement de négociations plutôt indirectes, c'est-à-dire il n'y avait pas eu de négociations directes entre les deux parties depuis au moins entre une vingtaine et une trentaine d'années. Ce matin, nous allons parler de ceci et nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin Dr Khaled Abdelrahman. Bonjour Dr Khaled Abdelrahman, vous êtes ancien doyen de la faculté de droit, section française et professeur de droit à l'université de Ain Shams. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir parmi nous ce matin pour parler du dossier libanais. Mais j'aimerais bien commencer si on change de camp, c'est-à-dire si on va s'éloigner un petit peu de l'Iran pour venir tout près de chez nous, justement tout ce qui concerne le Liban. J'aimerais quand même commencer avec la bande de Gaza. Oui. Parce que voilà, on en parle trop ces jours-ci, justement, alors que la situation reste toujours très délicate, catastrophique pour la population de Gaza et un impact aussi et une certaine tension en ce qui concerne également la Cisjordanie. Si les regards sont tous se tournent vers le Liban, il y a quand même les territoires palestiniens occupés qui souffrent toujours. Mais dans ce contexte, c'est intéressant de rappeler que cette population qui souffre, il y a toujours les efforts de la diplomatie égyptienne, mais également du gouvernement pour atténuer l'impact de la situation sur les habitants de la bande de Gaza avec des convois, l'envoi de convois qui se poursuivent et justement un regard sur les efforts de la diplomatie égyptienne. Bon, c'est très connu que l'Égypte a un intérêt historique avec la bande de Gaza, avec tous les territoires occupés. Et que, parce que c'est notre frontière quand même, il y a l'aspect stratégique de cette histoire. Et avec la guerre israélienne sur la bande de Gaza, on a tous vu la souffrance de ce peuple, mais il y a deux côtés, le côté humanitaire et le côté militaire. Militaire, je pense que ça, bon, là, Israël a fait tout son possible et c'est presque fini, mais il y a toujours la souffrance de la population. Et là, il y a eu toujours le rôle égyptien qui essaye de minimiser ou bien que la population ne souffre pas. Elle essaye, hein, et avec l'insistance égyptienne de faire passer les vivres essentiels et tout ça. Et après le blocus israélien, il y avait la pression égyptienne avec d'autres pays amis, les alliés, et on a pu quand même faire quelque chose avec cette population. Très bien, c'est le point de passage de Rafah, justement, qui est considéré comme la seule véritable porte d'entrée vitale oui. pour les habitants oui. de Gaza. L'Égypte œuvre certainement à maintenir cet équilibre entre sécurité et rôle humanitaire pour faire parvenir les aides humanitaires. À quel point c'est sensible, encore une fois, de parler du point de passage de Rafah, voilà, que ce soit pour la sécurité, justement, de l'Égypte, mais aussi seule voie, justement, si vous voulez bien, véritable pour faire parvenir directement, rapidement, les aides oui. aux habitants de la bande de Gaza. Il faut qu'on soit d'accord qu'il y a quand même un côté médiatique dans cette histoire du passage. Parce qu'il y a plusieurs passages qui entourent les territoires occupés. Et le passage de Rafah est le plus important, mais l'Égypte a toujours dit qu'il doit être ouvert des deux côtés parce qu'il y a eu toujours des discours qui ne sont pas corrects, que l'Égypte prend une position contre l'ouverture de ce passage, ce qui n'était pas vrai, ça n'a jamais été vrai. L'Égypte n'a aucun problème de faciliter la vie et le passage des gens, des marchandises aussi, mais les problèmes souvent venaient du côté israélien. Et bon, maintenant je pense que la situation s'est améliorée
avec la pression égyptienne et aussi soutenu par la volonté internationale de régler ou bien de finir avec la souffrance du peuple palestinien. Est-ce que les regards se sont détournés un petit peu de Gaza, c'est-à-dire le dossier israélo-palestinien, c'est-à-dire après, je sais pas, des années peut-être de guerre intense, après avoir plus ou moins tout détruit dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, c'est le Liban, que ce soit le sud du Liban, mais aussi, des frappes et des souffrances qui sont parvenues jusqu'à Beyrouth, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, à quel point les territoires palestiniens occupés pourraient justement profiter, je ne sais pas comment dire, d'une certaine attention internationale vis-à-vis de toute la situation entre Israéliens, Arabes, tout ce qui a rapport avec les territoires arabes. Moi, je pense que Gaza ne sera pas le point le plus chaud où tout le monde s'intéresse maintenant, parce que l'ampleur du conflit israélien-américain avec les Iraniens et les conséquences et les positions que chaque parti prend menace le monde entier. Alors quand on arrive à ce stade, on s'intéresse à éviter le déclin total de l'économie mondiale avec tout ce qui concerne l'énergie, les chaînes d'approvisionnement. Voilà, d'approvisionnement, les engrais aussi. Il y aura un problème avec la nourriture après parce qu'il n'arrive pas, ça ne passe pas par le détroit de Hermuz. Alors là, il y a un poids international qui concerne tout le monde. L'Europe qui aura un problème et qu'on voit dès maintenant qu'ils ont un problème d'énergie, l'essence ne se trouve pas comme il a augmenté les prix. Et là, pour le citoyen européen et l'américain aussi, malgré que les Américains ont du pétrole, mais quand même, ça augmente les prix. Tout ça fait que la problématique iranienne avec les Américains et les Israéliens, c'est elle qui attire les regards, l'intention. C'est plus important que d'autres. Et bien sûr, les Israéliens en profitent de cette situation. Comme ça, tout le monde est intéressé par ce qui se passe dans le côté du Golfe. Et elles se sentent libres un peu de continuer sa politique maladroite vis-à-vis de Liban. Et en plus, les Américains sont soumis complètement aux Israéliens. Ça se voit avec un président qui n'est pas normal. Voilà. Et alors, maintenant, je ne pense pas que le monde s'intéresse à ce qui se passe dans cette région. Très bien. Avec au départ une guerre qui a été déclenchée par les États-Unis et Israël contre l'Iran qui riposte en prenant justement comme cible les pays du Golfe. Au départ, le monde n'était pas très au courant de l'impact peut-être du détroit d'Ormuz sur, d'un côté, justement l'économie mondiale, les chaînes d'approvisionnement, comme vous l'avez justement précisé, les marchés énergétiques mondiaux, tout ceci. Mais aujourd'hui, on se tourne encore une fois vers la diplomatie, c'est-à-dire retour à la table de négociation pour parler encore une fois, pour essayer de trouver un accord entre Américains et Iraniens sur le nucléaire, mais aussi sur le détroit d'Ormuz, voilà, qui est entré dans le jeu. Encore une fois, escalade des militaires contre le Liban, avec tout ce qui est rapport certainement avec le Hezbollah et le sud Liban. Et aujourd'hui encore, on parle de négociations directes qui ont eu lieu hier entre Libanais et Israéliens pour la première fois depuis de très longues années. Des négociations parrainées par les États-Unis. S'il n'y avait pas eu d'accord certainement direct, on est sorti plus ou moins de ces négociations. Comment? C'est-à-dire, il n'y avait pas... quel regard vous portez justement sur ces négociations? La situation libanaise, elle est très compliquée parce qu'on a Hezbollah qui est lié à l'Iran d'une manière ou d'une autre et que l'État libanais est otage de ce parti d'une manière ou d'une autre. Et dès qu'on leur demande de taslim al-asliha, de donner les armes tout simplement. Donner leurs armes et tout ça, ils refusent. C'est indiscutable pour eux. Ce qui fait que Israël bombarde. Ce qui fait que ça prouve que l'État libanais n'est pas
position qui le permet de régler cette Bombarder affaire. avance sur le territoire libanais Voilà, aussi. oui. Mais ça a été toujours comme ça. Oui. Avec les Israéliens, ils ont la complexité du Hezbollah, parce qu'il y a une histoire très longue entre eux et tout ça. Et je pense que la position à l'avenir sera que si l'État libanais ne peut pas régler cette histoire, ou ce problème, il y aura une conception ou bien un scénario que plusieurs pays vont aider l'État libanais à maîtriser la situation intérieure et l'aider à diminuer l'influence de Hezbollah, parce que les Libanais ont peur de reprendre une guerre civile entre les Hezbollah, les chiites et les sunnites et tout ce blablabla qui a été des années 70 et tout ça. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que l'affaire iranienne, américaine, israélienne, c'est pas vraiment le problème de nucléaire. Bien sûr, les Américains veulent maîtriser le pétrole. Les Iraniens, comme d'autres pays, ont dit plusieurs fois et sous la vérification des organisations mondiales, que leur position, voilà, c'est pour des raisons pacifiques. Pour des fins civiles. Voilà, civiles, il n'y a pas de problème pour ça. Mais les Israéliens ne veulent pas entendre de ça. Mais l'Iran, ça veut dire, c'est le champ de bataille entre les Américains et les Chinois, d'une manière ou d'une autre. Et je pense que maintenant, ça devient plus clair avec le temps. Et il y a toujours des jets de gaz, parce que par exemple, le blocus que les Américains ont décidé pour les ports iraniens, ça n'a pas marché, parce que les bateaux chinois entraient, sortir, personne n'a osé, les Américains n'ont pas osé de faire quoi que ce soit. Vous pensez que les États-Unis ne sont pas capables justement d'imposer un certain blocus fiable sur le détroit d'Ormuz, sur les ports iraniens? Oui, parce que les Iraniens maintenant ont une certaine politique qui est très claire et très simple. Si tu m'attaques sur ce plan, je ferai pareil sur le même plan. Si tu menaces de détruire par exemple les stations d'énergie, je ferai le pareil à côté. Ce qui fait que les États-Unis sont les sous pays du Golfe. Voilà, sont sous la pression de leurs alliés. Normalement, on a vu que c'est pas vraiment un protecteur fiable, les Américains. Et, par exemple, sur la dernière histoire des ports iraniens, les ports iraniens, qu'ils seront sous le blocus, ils ont dit, les Iraniens, que ça sera pareil pour les autres ports. Alors si on est empêché de exporter notre pétrole, personne ne pourra le faire. Tout ça fait une pression sur le monde entier. C'est pas simplement avec les pays du Golfe ou bien les Iraniens. Tout le monde est touché par cette affaire. Tout le monde. Les Européens, les Égyptiens, les autres pays. L'Égypte, elle est très touchée parce que ça ne passe pas les bateaux, il n'y a pas de bateau. Et jusqu'à maintenant, Bab el-Mandab, qui aura un problème si Hermouz ne se règle pas, ou bien si les Iraniens sont embêtés par les Américains, il y a les Houthis qui vont aider les Iraniens, ce qui est prévu. Et les Iraniens ont donné certaines conditions que, bon, vous ne voulez pas nucléaire, il faut faire pareil avec Israël par exemple. Vous ne voulez pas que je soutiens Hezbollah ou les Houthis, bon, sortez de chez nous. Ils ont toujours un contrepoids ou bien un contre-demande vis-à-vis des Américains. Très bien. Ce jeu de force, où se situe le droit international dans ce jeu de force? Bon, le droit international... J'aimerais quand même profiter de l'occasion où vous êtes là, on parle de... Le droit international, bon, on voit très bien que les États-Unis ne le respectent pas du tout. C'est la langue de la force, quoi, qui domine. Malgré que les pays européens essayent de soutenir ou bien veulent bien respecter ce droit international, parce que tout le monde est attaqué et touché par le non-respect du droit international. Ça sera un peu le bordel partout, si chacun fait ce qu'il veut et tout ça. Mais les États-Unis trouvent ou bien
leur politique, parce qu'il y a la politique, et ça c'est une politique quand même qui influence leurs décisions. Bon, ils s'en fichent complètement du droit international. Très bien. Retour au Liban. Là, il s'agit, quand on parle des négociations d'hier, on parle d'une certaine avancée diplomatique. À quel point cette avancée diplomatique pourrait aussi avoir un impact sur le terrain? Est-ce que ça reste symbolique ou on peut aller plus loin cette fois-ci? Je pense que les discussions, le principe essentiel, ce sera comment régler l'histoire de Hezbollah, l'affaire Hezbollah. Comment peut-on aider l'État libanais pour en finir avec Hezbollah? Hezbollah, c'est une force sur place, on ne peut pas la négliger. Leurs armes, on ne peut pas la négliger aussi, qu'ils ont des armes et qu'à certains moments, si on utilise la force pour les démantèlements de cette armée, Leur effectif militaire, vous voulez voilà, dire, oui. voilà. Hein, comment on va faire? Est-ce que l'État libanais a la capacité d'utiliser la force? Là, il y aura quand même un conflit interne. Alors, je pense que les discussions essayent, d'une manière, même s'ils ne le disent pas, de trouver un moyen d'aider l'État libanais qui a à plusieurs reprises a déclaré qu'il veut en finir avec cette histoire, qui veut maîtriser le territoire libanais, qui veut empêcher les attaques contre Israël, parce que l'Israël riposte tout de suite avec une manière... la proportion n'est pas comme... Mais bien sûr, voilà. Oui. C'est disproportionné, Voilà, justement, quand on oui. parle de confrontation militaire, certainement ça va être... La riposte israélienne, elle est Israël, vraiment très dure et très insupportable pour le peuple libanais, qui n'est pour rien dans cette affaire. Ça veut dire, lui, il comprend, mais ils n'ont rien à faire avec l'histoire des Iraniens, Hezbollah, Israéliens, et qui sont la champ de bataille. Si jamais, voilà, ça reste une hypothèse qui n'est vraiment pas à proposer, mais si jamais c'était possible de négocier avec le Hezbollah, qui donne les armes, qu'il prend le recul, si vous le voulez bien, même pour une certaine période, pour une période déterminée, quel sera le paysage libanais, le futur du sud Liban tout simplement, c'est-à-dire à quel point le Liban sera le Liban, voilà, avec tout ce territoire dévasté, c'est-à-dire le contraire. Oui, c'est-à-dire est-ce qu'il va récupérer tout son territoire, sécuriser le sud aussi ou pas? Je pense qu'Israël n'a pas fait ça pour reculer tout de suite. Ça veut dire s'ils ont gagné des terrains ou bien qu'ils ont fait chasser la population, on parle de plus d'un demi-million de citoyens sur la rivière de Litani et tout ça, voilà, le qui ont sud, été déplacés justement. déplacés, et Israël trouve que c'est une zone tampon entre les deux côtés, entre Israël et le Liban. Et elle veut que ça soit comme ça et que ça reste comme ça. Israël ne se plie jamais aux décisions internationales. Il faut la force américaine, et maintenant on voit très bien que le président américain n'a pas le pouvoir nécessaire pour donner des ordres aux États-Unis, Ou la volonté. aux Israéliens, et Oui. c'est le contraire. Hein. On voit très bien que le Premier ministre israélien qui dirige les Américains, faites ça, ne faites pas ça, on ne veut pas de négociations, au Pakistan par exemple, ils demandent, leurs exigences sont des exigences qui ne peuvent pas être acceptées par les Iraniens, et il n'y a aucun équilibre entre les demandes des deux parties. Normalement. Alors, ce qui dit à la fin, c'est que la problématique libanaise est liée d'une manière ou d'une autre avec la problématique iranienne. Ça veut dire si on va régler ou bien on se mettra d'accord, je ne sais pas comment, et que cette guerre va finir, elle doit finir de toute manière. Et alors là, le Liban, on peut à ce moment-là voir la direction dans laquelle il va se diriger. Très bien. Le Hezbollah, on le dit, dépend de l'Iran. Oui. Voilà, ça on le connaît. Certains scénarios parlent justement d'une possibilité
pour l'Iran de délaisser le Hezbollah en échange justement d'un certain accord sur son programme nucléaire. Voilà, ça c'est l'un des scénarios qui ont été justement proposés par des analystes ou dans les coulisses, si vous voulez bien. Encore une fois, pour le Liban, quel sera l'impact aussi sur le Liban en général? Voilà, si on peut voir le paysage, l'image, le Liban sans Hezbollah, il sera un pays normal. D'accord. Il va récupérer sa réputation d'autrefois comme il était la Suisse de l'Orient, et ça a été comme ça toujours. Mais c'est à partir des années 70, après la fin de la guerre civile interne là, que ça a commencé à avoir un pouvoir avec les Iraniens, avec la révolution iranienne qui a le principe de exporter leurs principes et de toute façon avec faire des alliés, voilà, et faire des alliés partout. C'est une politique qui a prouvé quand même qu'elle n'est pas, qu'elle est toujours, elle est efficace quand même. Hein. Ils ont pu embêter tout le monde avec leurs alliés, hein, avec ceux qui sont au Yémen, en Irak, au Liban. Mais si ça se règle, cette histoire, cette affaire de Hezbollah, le Liban va récupérer quoi, sa réputation d'autrefois, soit un pays normal. Hein. Et de toute façon... Également pour ses rapports avec Israël? De toute façon, le fait qu'ils sont... comment dire ça, il y a des frontières directes, quoi. Oui. Alors on doit régler nos rapports. Hein. Ça veut dire il peut y avoir un traité de paix, de non-agression par exemple. Le quotidien, c'est une autre histoire. C'est un peu comme dans d'autres pays où il y a un traité de paix, mais les gens sont très quand même réservés vis-à-vis de contacter ou bien d'avoir des rapports avec les Israéliens. Très bien. Des négociations menées avec une médiation américaine, ce qui prouve peut-être une certaine volonté politique, si vous le voulez, américaine de trouver une solution à la question libanaise. Est-ce que cette volonté américaine affichée justement en parrainant de telles négociations pourrait justement aboutir? C'est-à-dire les négociations d'hier, qui était présent? C'était l'ambassadrice justement du Liban, voilà, libanaise, justement aux États-Unis, et l'ambassadeur israélien. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin, si vous le voulez bien? On peut aller plus loin sur le plan des discussions, sur les points qu'on a réglés. Mais est-ce qu'on a la possibilité d'appliquer ce qu'on dit ou pas? Ça veut dire si demain ils disent, bon d'accord, il n'y a plus Hezbollah, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que l'État libanais peut exiger ou bien imposer sa politique ou bien sa volonté? Parce que tout le monde sait que les Libanais veulent en finir avec cette histoire de Hezbollah qui a mené le Liban à ce qu'on voit là. La situation n'est pas très agréable, ça s'aggrave de temps en temps. Et c'est pas une vie normale, être menacé tout le temps par le bombardement. En plus, on bombarde la capitale, hein, ça c'est pas quelque chose de simple. Est-ce que l'État libanais pourra exécuter ses promesses, ces accords, oui ou pas? De toute façon, le Liban exige un cessez-le-feu avant toute négociation, même si des négociations, disons, plus ou moins préliminaires, si vous le voulez bien. Je ne sais pas si c'est le mot correct qu'on peut utiliser, mais voilà, il y a eu des discussions directes. Mais avant ces discussions, on en a parlé, et voilà, c'était une des demandes du Liban de mettre en place un cessez-le-feu justement avant toute négociation, c'est-à-dire avant d'avancer, ce qui a été justement refuté et refusé par le côté israélien. Sur quelle base peut-on justement continuer ou avancer? Quand la situation mondiale n'est pas normale comme on voit maintenant, ça c'est la chance, bien l'opportunité pour les Israéliens de continuer leur politique. Les Israéliens ne veulent pas arrêter maintenant parce que ça peut-être ne se reproduit pas, cette possibilité de régler cette histoire de Hezbollah au Liban.
et de parvenir jusqu'au Litanie également. Comment? Et de parvenir, arriver jusqu'au Litanie. Ils sont déjà les Israéliens. Hein. Le problème, c'est que est-ce que les Libanais pourront retourner à leur maison et tout ça ou pas? Moi, je pense que dans la situation actuelle, c'est un peu très optimiste de le dire, quoi. Super. Donc je rappelle que les tensions au Moyen-Orient s'intensifient dans un contexte de blocage de négociations entre les États-Unis et l'Iran, une situation qui fragilise plusieurs zones sensibles, il faut le rappeler, notamment le Liban et la bande de Gaza, comme on vient justement de le préciser plus ou moins. Dans ce contexte, l'Égypte joue un rôle clé de médiation en multipliant les efforts diplomatiques pour contenir l'escalade et promouvoir des cessez-le-feu. Voilà, tout de suite les détails. Dans un contexte de persistance de l'impasse dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran, les tensions s'intensifient au Moyen-Orient, notamment dans la bande de Gaza et au Liban, alimentant les craintes d'une extension de l'escalade. Dans ce cadre, l'Égypte s'impose comme un acteur central dans la gestion de la crise, à la fois sur les plans politiques et humanitaires. Le poste frontière de Rafah constitue le principal point de passage vital pour les habitants de Gaza. L'Égypte veille à le maintenir ouvert, malgré les défis, en organisant le passage des blessés et l'acheminement de l'aide humanitaire, en coordination avec les acteurs internationaux, afin d'assurer la continuité des flux de soutien. Sur le plan médical, les hôpitaux égyptiens ont accueilli un nombre de blessés palestiniens et leur ont fourni des soins complets dans le cadre d'une coopération médicale et humanitaire qui reflète un engagement clair en faveur du soutien au peuple palestinien. Depuis la guerre du 7 octobre, l'Égypte a intensifié ses efforts pour acheminer l'aide humanitaire, que ce soit par des initiatives diplomatiques visant à garantir l'accès de l'aide ou par l'organisation de convois humanitaires sur le terrain, dans un processus continu qui ne s'est pas interrompu malgré les difficultés. Ce rôle reflète la position de l'Égypte en tant qu'élément d'équilibre majeur dans la question palestinienne, combinant médiation politique et soutien humanitaire tout en préservant la stabilité régionale. Dans ce contexte, les convois d'aide humanitaire tels que Zad el-Izz apparaissent comme un exemple de soutien continu sous la supervision du Croissant Rouge égyptien, chargé de l'organisation et de la gestion des aides et de leur acheminement vers les bénéficiaires. Malgré les défis sécuritaires et logistiques, ainsi que l'impact des tensions régionales, l'Égypte poursuit ses efforts pour garantir l'acheminement de l'aide vers Gaza, confirmant ainsi son engagement constant en faveur de la cause palestinienne et de l'atténuation de la crise humanitaire. L'Égypte demeure un pilier essentiel dans la gestion de la crise de Gaza, à travers un rôle intégré, combinant action politique et humanitaire à un moment où la région traverse l'une de ses phases les plus sensibles et complexes. Eh bien, à présent, docteur Khaled Abdelrahman, je tiens à vous remercier. Je rappelle que vous êtes ancien doyen de la faculté de droit, section française, et professeur de droit à l'université de Ain Shams. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Voilà. Madame, monsieur, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous et à la prochaine.